Très content que Proxad ait pris l'initiative de répondre en fait, à un événement tel que le Cyber Meetup, parce que nous sommes en plein dans le mois de la cybersécurité. Le mois de la cybersécurité, c'est un événement français et même européen. Voilà. Moi, je vais vous passer en revue, en fait, en 20 minutes, les risques et les menaces cyber qui peuvent peser lourdement sur les entreprises, ainsi que les réponses qu'on peut y apporter. Alors, en 20 minutes, ça sera vraiment qu'un aperçu. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter donc l'ensemble de ma présentation et qu'ensuite vous posiez vos questions. Donc, n'hésitez pas à les retenir, à les noter peut-être. Puis comme ça, on aura cet espace de temps. Alors, j'ai trouvé une clé USB sur mon PC. Ah, c'est la tienne, hein. Alors, c'est typiquement quelque chose qu'il ne faut pas faire, trouver les clés USB et les mettre sur votre PC. Donc, c'est un élément de sensibilisation à la sécurité. Donc, la clé, je la prends, je la mets dans la poche, et puis je vais l'analyser par la suite. Ok, donc bon, en fait, les attaques informatiques est un mal qui va croissant, exponentiellement. En fait, la piraterie informatique, elle existe depuis que l'informatique existe. Alors, je ne vais pas revenir sur le monde du binaire et l'ensemble, on va dire, de l'histoire de l'informatique. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que la piraterie, c'est quelque chose d'assez simple. C'est de profiter et d'exploiter des failles et des vulnérabilités pour pouvoir pénétrer les systèmes et prendre. C'est que ça, la piraterie informatique. C'est pénétrer les systèmes et prendre. Alors, en fait, il faut savoir que l'expertise des attaquants est proportionnelle au gain potentiel que chaque attaque va pouvoir engendrer. Et ce que je vais essayer de faire dans cette présentation, c'est vous de montrer que ces attaques sont déjà extrêmement fortes au sein des sociétés, mais également qu'elles sont faciles à réaliser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les sites web, enfin les tutos, on va dire, les tutos que vous trouvez sur le web, avec les revues que vous trouvez en librairie. Moi-même, j'ai acheté des revues de pirates très faciles à utiliser. On peut finalement très vite savoir comment sonder ou écouter un réseau, comment s'attaquer à un site web, et même comment capturer, capturer un objet connecté et le détourner. Alors ici, je vais vous présenter en 2 slides, on va dire les principales, ou celles qu'on peut retenir, les principales attaques qui ont eu lieu ces 3 dernières années. Faut savoir que les attaques informatiques, ça date pas d'hier, ça date pas d'il y a 3 ans, ça date depuis le siècle dernier, mais que vraiment on est passé à un mode de cybercriminalité organisée. Il se trouve que la première, c'est Loki. C'était en 2016. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais des millions de PC ont été, on va dire, contaminés par ce ransomware qui s'est installé sur les PC. Et en fait, les groupes de pirates ont attendu que suffisamment de PC soient contaminés pour déclencher, par horodatage, en fait, l'impact de cette vulnérabilité, de cette attaque. En fait, c'était une des premières attaques de grande ampleur internationale qui ne demandaient pas des grandes rançons. C'était des rançons de l'ordre de quelques bitcoins à 40 bitcoins, ce qui correspondait à l'époque, parce que maintenant ça a augmenté, mais qui correspondait à entre 800 € et 17 000 € de fraude, de rançon. Le message était très clair. Il fallait
s'introduire sur le browser ou le browser Tor, aller dans le dark web, le deep web, et en fait tenter de, verser une somme en bitcoin sur une adresse IP. Ensuite, il y a eu WannaCry. WannaCry, ça a été colossal. En mai 2017. Là, moi, je m'en souviens très bien. J'étais dans une filiale de la Société Générale. J'étais fort heureusement encore au bureau. Et fort heureusement pour moi, la plupart des relais SSI des filiales de ma société l'étaient encore. On a eu, en fait, le 12 mai 2017, à 15h, une vague d'ordinateurs contaminés. Voilà, ça, sur des millions de PC. Alors nous, on a travaillé tout le week-end là-dessus, pour décontaminer les serveurs, pour appliquer ce qu'on appelle les indicateurs de compromission qu'Arnaud va nous expliquer par la suite. Et pour vous donner un exemple, Renault a communiqué sur le fait qu'ils avaient fermé deux ou trois sites. Alors, je ne dis pas ça parce que Renault n'est pas là dans la salle ce soir, mais je peux vous assurer que ce n'est pas 2 ou 3 sites qui ont été fermés, c'est 56 sites, à cause du logiciel WannaCry. Okay, parce que tous leurs sites sont interconnectés en termes de logistique. D'accord ? Donc, la contamination a fait d'un coup sur l'ensemble des sites. Voilà. Et ça a été très dur pour eux parce qu'ils avaient des systèmes Scala, en fait, des vieux systèmes obsolètes qui n'étaient absolument pas patchés. Donc WannaCry a été une catastrophe pour Renault. Je pense qu'ils ont perdu plusieurs milliards. D'accord ? Il y a aussi Saint-Gobain. Saint-Gobain, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au moment de WannaCry, les magasins à la paire ont fermé boutique. Plus aucun système d'information ne fonctionnait. D'accord ? Donc c'était quand même colossal. Et ça a duré plusieurs semaines, même peut-être plusieurs mois de perte de commandes. Donc ça a été vraiment une catastrophe économique. Et NotPetya, ça va crescendo. Là, NotPetya, c'est carrément un État comme l'Ukraine, 45 millions d'habitants, qui s'est arrêté. D'accord ? Donc bien sûr, on peut penser que la cybercriminalité en question, c'était un autre État comme la Russie, par exemple. Mais bon, voilà, c'était vraiment colossal. Et en plus, les pirates ont été très, très méchants parce qu'ils ont détruit toutes les données, même si leur rançon a été payée. Donc ça, c'était simplement pour commencer. Donc dans la joie et la bonne humeur, on continue. Ensuite, en 2018, on a eu le phénomène des attaques sans fichier. Alors ça, c'est très, très vicieux. C'est pour vous dire que les attaques se professionnalisent, se caractérisent par une évolution constante par rapport aux innovations technologiques. Et là, en fait, les attaques sont pernicieuses, elles sont malignes, elles s'installent, enfin, elles sont installées par les pirates dans les mises à jour des logiciels. Ping ! On veut justement patcher nos systèmes. Et en fait, la mise à jour de logiciels est elle-même piratée. C'est aussi dans les API qui sont proposées sur le net. C'est également sur les applications qui sont proposées dans les Google Play, les iTunes et compagnie. Donc vous imaginez le monde que ça a pu impacter. Bon, on ne peut pas parler de cybercriminalité sans parler de fuite de données. Donc là, je vous mets un exemple avec Facebook. Donc en mars 2018, Facebook a quand même perdu les données à caractère personnel de 200 millions d'abonnés. Donc c'est énorme. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi je sais que tout de suite j'ai changé mes mots de passe, j'ai envoyé plein de données sur mon Facebook et puis bon voilà, j'ai pas eu d'autres problèmes. Voilà. Mais donc ça c'était colossal et ça ce n'était que le 7e événement le plus important en fuite de données en 2018. En fait, le premier c'était plus d'1 milliard de personnes et c'était une société indienne. Ok ? Voilà. Et enfin, en 2019, c'est vraiment l'année de toutes les attaques. C'est l'année où les attaquants, les organisations cybercriminelles, ont combiné l'ensemble de leurs connaissances avec les nouvelles technologies du marché, à savoir l'intelligence artificielle, le big data, l'ingénierie sociale, pour cibler vraiment des grands groupes
souvent des grands groupes dans le marketing et dans les web technologies, hein, et ça a fait très mal. Voilà. Alors, on va dire pour remédier à l'ensemble de ces attaques. Ah non, c'est pas encore là. Pardon, excusez-moi. Donc là, c'est le coût de la cybercriminalité. C'est pour vous donner quelques chiffres, hein, que je ne vais pas citer avec vous. Vous pouvez les voir. Ça a été traduit. C'était un slide en anglais qui a été traduit en français. Donc 600 milliards, c'est le coût total. Et moi, le chiffre que j'aime beaucoup, qui est très intéressant, très pertinent, c'est le malware. Le malware là-bas, 1274 nouveaux malwares variants par minute. Je ne sais pas si vous imaginez, dans les ordinateurs du monde entier, toutes les variantes de malware qui s'injectent dans les systèmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle des 0D. Hein, ça peut être des APT, Advanced Persistent Threat. Et en fait, ce sont des attaques extrêmement pernicieuses qui viennent juste d'être inventées et qui, bien sûr, n'existent pas dans les bases de données virales, antivirales. D'accord ? Comment ? C'est les chiffres mondiaux, ouais. Les chiffres mondiaux. Alors, c'est vrai que ça peut paraître dingue, hein, mais en termes de victimes de la cybercriminalité, il y en a 2,7 millions par jour. Voilà, et par minute, 8 milliards par semaine sur les ransomware, les fuites de données, il y en a 5500 par minute. Bon, donc vous voyez, c'est juste énorme. Alors, écoute, je ne sais plus, mais c'est vrai qu'on l'a récupéré quelque part. Et voilà. Bon, c'est le coût de la cybercriminalité en 2018. Et si tu veux, Franck, je te le dirai demain. Demain ou ce soir, mais bon, après ce soir, je ne sais pas. Non, plutôt demain, ouais. Voilà. Alors, ici, c'est un panel des attaques. Hein, un tout petit panel. Parce qu'en fait, là, il y a une dizaine d'attaques, on va dire les 10 attaques les plus courantes, hein, entre le rançongiciel, le fameux ransomware, le défacement de site. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ou entendu parler de ça. Hein, c'est lorsque les pages simulent complètement, par exemple, la page des impôts, mais en fait, quand vous cliquez dans les cases, vous allez sur les sites pirates. Et je peux vous dire que les pirates savent très bien faire ça, et je pense même qu'ils se sont attaqués à des sites gouvernementaux. Bon, je ne sais pas si Patrice pourra confirmer ou pas, de l'ANSSI. En fait, ensuite, il y a l'usurpation d'identité, il y a l'hameçonnage. Voilà. En fait, il faut savoir qu'il y a 200 types d'attaques différentes qui peuvent être combinées aux 200 autres. Donc ça fait 200 puissance 200. Donc je ne sais pas combien ça fait, mais ça fait sûrement plusieurs dizaines de milliards. Et en plus combiné avec toutes les complexités des systèmes d'information et les types d'operating system, de bases de données, etc. Donc c'est vraiment colossal. Alors, donc justement, pour répondre à cette problématique, certains diront la meilleure défense, c'est l'attaque ou la contre-attaque. Voilà, alors c'est bien sûr pas du tout le job de Proxiad. Hein. Nous, on ne fait pas ça. Hein. Ça, c'est le job des sociétés qui font ce qu'on appelle du forensics, hein, des investigations pour débusquer, tracer et attraper les vilains petits pirates. Hein. Donc moi, j'avais invité, entre autres, ce soir, Christopher Church, hein, que je connais bien, qui est en fait un des piliers de la cybersécurité d'Interpol. Alors je regarde un peu à droite à gauche parce que j'imagine qu'il y a une caméra. Salut Christopher, donc il nous surveille là. Donc voilà, Christopher, il est connecté en permanence partout dans le monde. Et c'est vraiment lui qui est une des forces vives du forensic. Voilà. Okay. Donc nous, on ne fait pas ça. Mais par contre, il y a une autre solution qui est pas mal du tout, et que David, d'ailleurs, connaît bien. Hein, David, notre adjoint DSI. Hein, c'est en cas de cyberattaque, hein, on casse la vitre et on arrache les câbles. Et David, hein, maintenant, je pense que ça serait important que tu te mettes assis devant la baie de brassage, hein, parce qu'en cas de cyberattaque, au moins, tu réagiras au quart de tour. Hein.
Donc bien sûr, non, non c'est pas la bonne solution. Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est une solution qui permet d'analyser les risques, d'analyser, on va dire, les menaces cyber selon le type de la société, voilà, et selon son exposition aux risques cyber. Là, il se trouve que cette méthode, c'est cadrer, c'est prévenir, c'est analyser les risques. C'est également définir et mettre en œuvre les mesures de sécurité. C'est contribuer à la résilience du système d'information, un terme très, très à la mode. Et c'est assurer la conformité des systèmes d'information, conformité à la sécurité ou à la protection des données. Et donc, je vais m'atteler dans les 7 prochains slides et les 7 derniers à présenter en fait les différents services qui sont ici, qui sont autant de services cyber que Proxiad propose à ses clients. En fait, le premier, c'est la maîtrise holistique du système d'information. Donc, une bonne revue périmétrique du système d'information, une analyse de risque. Alors, mon système d'information est-il interne, externe ou mixte? Donc, est-il on-premise, comme on dit, cloudisé ou... Ah oui, merci. Bon, c'était pour faire une joke au début, donc tu fais bien de le dire. Mais c'est vrai qu'en fait, mettre en place la cybersécurité, c'est souvent une grande traversée. C'est une bande dessinée que j'ai trouvée ici. Je ne l'ai pas amenée pour. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que je disais, moi? Ça m'a coupé. Qu'est-ce que je disais? Donc, maîtrise holistique du SI, voilà, sécurité périmétrique. Qu'est-ce que je disais, les gars? D'accord, ok. Bon, alors, on va dire, est-ce que le réseau est à plat ou cloisonné? Est-ce qu'il dispose d'une DMZ, ce qu'on appelle une zone démilitarisée pour gérer proprement les entrées-sorties et les flux au système d'information? Dispose-t-il aussi de systèmes d'authentification aux applications, etc. Donc ça, c'est très important de faire cette analyse en comprenant l'écosystème du système d'information des sociétés et en comprenant la chaîne de valeur. Ok, en écoutant, en analysant, en étant proche du métier. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment une démarche de gouvernance des systèmes d'information. Et puis, en comprenant quel est son patrimoine informationnel, quels sont les risques, quelles sont les données critiques. Et enfin, à déterminer les contraintes techniques, voire même les contraintes réglementaires. Et enfin, à comprendre ces défis digitaux. Parce qu'aujourd'hui, les sociétés qui s'inscrivent dans l'avenir ont des défis digitaux, voilà, time to market, etc. Donc c'est très important de pouvoir atteindre ce type d'objectifs et en les sécurisant. Alors, le deuxième gros axe de gouvernance, c'est celui du RGPD. Alors, il faut savoir qu'il faut étudier la pertinence du système d'information autour des droits du citoyen. C'est grâce à cela c'est grâce au RGPD, au règlement général ou européen à la protection des données à caractère personnel. Voilà, le contenu du règlement est à peu près aussi joyeux que son titre, mais c'est important de l'appliquer. Bon, faut appliquer, faut classifier les données, il faut minimiser les informations recueillies, il faut qu'elles soient recueillies vis-à-vis de finalités. Voilà, faut travailler sur les fondements juridiques des applications, etc. J'arrête là parce que sinon je pense que je vais être ennuyeux. Puis moi, je pourrais en parler pendant des heures. Donc là, le RGPD, en fait, l'intérêt pour nous, c'est d'aider les entreprises dans leur maturité numérique, mais également à gérer de manière conforme les données à caractère personnel.
Voilà. Bon, on a pas mal déjà de programmes hein, de mise en place de RGPD dans les sociétés, aussi bien PME, PMI que dans des grands groupes. Ensuite, il y a, on va dire, les règlements, les lois. En fait, face aux vagues d'attaques et aux fraudes qui se sont cumulées, les gouvernements ont convaincu le monde économique, financier et industriel à institutionnaliser des lois et des règlements, voire des normes, pour assurer un même niveau de sécurité entendu, partagé, reconnu par chacun de leurs pairs. Ça, c'est très important. Hein. C'est pour cela qu'on a ces normes. Et c'est aussi pour éviter que les grandes organisations qui servent les besoins de la nation, on les en appelle opérateurs d'importance vitale, ainsi que pour les grandes administrations françaises du gouvernement, il y ait un très bon niveau de sécurité. Donc nous, entre autres avec Arthur, hein, qui est notre chargé conformité et qualité, on connaît très bien en fait ces normes et ces lois. Donc la norme, on peut la citer, ISO 27001, on la connaît d'autant mieux qu'on est certifié, hein, donc par CertiTrust. On connaît également la norme ISO 27005 hein, d'analyse de risque, dont Arnaud est certifié. Et puis la norme 22301 sur laquelle on travaille beaucoup avec les clients sur la continuité informatique. Et ensuite, il y a la loi de programmation militaire avec le sigle de l'ANSSI ici, que vous allez voir ensuite dans les slides de Patrice Bijard. La Network Information Security, qui est également un gros réglementaire, mais pour les opérateurs de services essentiels. Il faut savoir qu'il y a 250, hein, on ne doit pas les citer, on n'a pas le droit, surtout si l'ANSSI est là, mais il y a 250 sociétés françaises qui sont des opérateurs d'importance vitale. D'accord ? Donc ça peut être dans l'énergie, dans les banques, dans la logistique, bien sûr dans l'armée, dans la défense, voilà, même dans la santé. Voilà, donc il y a 250 OIV. Et ensuite, il y a tous les fournisseurs de ces OIV, et c'est eux qu'on appelle les opérateurs de services essentiels. Par exemple, pour le gaz, voilà, GDF est un OIV. Alors, je dois le dire, non, je n'ai pas le droit. Mais voilà, et GRT Gaz, qui est en fait la société qui fournit les pipes dans lesquelles le gaz passe, hein, est un opérateur de services essentiels. Vous comprenez ? Voilà. Donc en fait, il y a aussi la Sarbanes-Oxley, donc la norme américaine voilà, de contrôle interne. Il y a le PCI DSS qui n'est pas présent, mais voilà. L'ensemble de ces normes sont très importantes et donc nous accompagnons nos clients aussi bien en audit qu'en projet de mise en conformité ISO ou pour l'ensemble de ses membres. Voilà. Ensuite, alors Proxed, c'est une société de développement logiciel. Hein, Monsieur Lévy, enfin Stéphane tout à l'heure nous disait que justement c'était un des leaders de l'innovation digitale. Et en ce sens, on développe des applications, on met en place des solutions, on mène des projets dans lesquels il est crucial d'intégrer au plus tôt la sécurité. Okay. Donc voilà, on souhaite pouvoir inculquer à toutes nos équipes, et on le fait, les valeurs du Security by Design. Et qu'est-ce que c'est le Security by Design ? Entre autres, enfin c'est pas entre autres, c'est à peu près ce que je vais vous citer là, c'est d'abord le test de code. Voilà, il faut que le code soit sans faille. Donc il y a des méthodes là-dessus. Et on a d'ailleurs développer ce qu'on appelle des bonnes pratiques sécurité métier pour bien inculquer à nos développeurs et chefs de projet les bonnes pratiques de sécurité dans les différents langages qu'ils utilisent. OK. Ensuite, il y a les méthodes de configuration de développement pour livrer des développements propres aux clients, de durcissement
entre autres avec des tests d'intrusion plus dynamiques. Les premiers étaient statiques, plus dynamiques dans l'infrastructure, voire des tests d'intrusion itératifs, comme le fait très bien YesWeHack dans les opérations de Bug Bounty, que Rodolphe Aran va vous présenter par la suite. Et ensuite, nous avons la cryptographie et également les systèmes d'authentification. Voilà. Tout ça, c'est pour viser l'OWASP, donc l'Open Web Application Security Project. Et c'est vraiment pour assurer que les applications développées soient les plus propres possibles. Et il faut savoir que pour accompagner l'ensemble de cet effort, aussi bien en interne qu'auprès de nos clients, nous nous sommes spécialisés avec des experts comme Oussem, voilà, qui nous a rejoint dernièrement. Alors, les audits techniques. Alors, comme je vois que les yeux se baissent un peu, je vais aller très vite. Vous êtes tous en même temps. Donc, moi aussi d'ailleurs. Donc les audits techniques, c'est très simple. En fait, voilà, c'est veiller à ce que les configurations des systèmes soient les moins attaquables possibles. Voilà. Il faut savoir que les systèmes, quels qu'ils soient, sont fournis par défaut, tu dois le savoir Franck, sont fournis avec des paramètres par défaut par les éditeurs, les distributeurs. Et en fait, il s'agit d'auditer ces systèmes pour remédier à ces failles potentielles qui sont connues par tous les hackers sur les sites institutionnels de ces distributeurs. Okay. Donc ça, c'est très important, c'est l'audit technique. Là, je vous ai fait un petit dessin avec le fait que voilà, les systèmes, ce n'est pas que les systèmes, les serveurs, hein, ça peut être aussi tous les équipements, aussi bien en inter qu'en externe, avec les smartphones, les tablettes, les micros, voilà, total, les switches, les équipements d'un système d'information. Voilà. Alors, ici, on a la chefferie de projet et les analyses de risque, qui sont la spécialité d'Arnaud. Ça, c'est important de pouvoir englober dans ces analyses de risque, en fait, la prise en compte de tout ou partie de l'ensemble des composants qui sont indiqués ici. Nous, on a une méthode d'analyse de risque qui permet de bien activer, d'analyser, de modéliser conceptuellement, voire même, c'est le but, hein, de finalement construire et sécuriser chacun des composants qui sont indiqués sur ce slide. Que je ne lis pas. Hein. Moi, en général, je ne lis pas mes slides. Et puis, le dernier, voilà. Le dernier slide, c'est sur la sensibilisation à la sécurité. Alors, c'est très important chez Proxiad, mais je pense que c'est très important dans toutes les sociétés. Voilà, la sensibilisation, c'est une action, on va dire, au long cours, qui ne peut pas cesser. Il faut en permanence sensibiliser. Bon, chez nous, on doit sensibiliser 3 types de profils. Les profils d'administrateurs IT, hein, qui ont des droits privilégiés très importants sur nos systèmes. Il faut accompagner les utilisateurs dans une bonne et saine utilisation des applications. Voilà, et puis dans leur comportement par rapport à la sécurité, parce qu'ils sont vraiment très contributeurs de la sécurité dans la maison. Et également accompagner les développeurs. Les développeurs, les chefs de projet, je parlais tout à l'heure des bonnes pratiques sécurité métier, mais c'est idéalement fait pour eux. Et voilà, c'est des programmes que nos collaborateurs ont l'habitude de réaliser. Alors, on a des programmes e-learning, on a des programmes par affichage. Là, il se trouve que j'ai pris, enfin, c'est Diana qui a pris la photo d'une sensibilisation qu'on vient de faire sur les réseaux sociaux. Et en fait, pour activer l'intérêt de l'utilisateur, on lui parle réseau social, non pas seulement dans l'usage professionnel, mais également dans l'usage privé. Voilà, pour qu'il se sente vraiment concerné par les messages. Alors, en fait, Patrice, qui est là maintenant, donc Patrice nous présentera un peu plus la sensibilisation à la sécurité. Alors, pas tout de suite, hein, mais pas par la suite. Là, je donne la main à Rodolphe Aran, qui va nous présenter en fait le Bug Bounty. Alors, peut-être qu'il y a des questions.
Voilà, peut-être qu'il y a des questions. S'il vous plaît. Question, yes. Donc, en fait, vous parliez tout à l'heure en fait des problématiques qu'on peut avoir quand on met à jour un système. Donc, en fait, on s'attend qu'en patchant notre système d'information, qu'il soit plus solide, mais malheureusement, il est infecté. Donc, par exemple, chez Proxiad, il y a les checksums qu'on peut vérifier pour vérifier bien que c'est bien le fichier qu'on souhaite télécharger. Mais est-ce qu'il y a un autre moyen? Oui. Alors, deuxième question. Pardon. Trop de questions. C'est juste en fait par rapport au test d'intrusion. Oui. Est-ce que c'est seulement OWASP ou autre chose? D'accord. Bon, bah écoute, alors je vais essayer de répondre rapidement. Alors, je me rappelle déjà plus de la première question, mais c'était quoi la première question? Ah oui, la mise à jour des logiciels. En fait, il faut savoir une chose, c'est que soit tu te réfères enfin, je te tutoie, ça ne te gêne pas. Hein. Soit tu te réfères en fait au marché, aux règles ou aux recommandations données par les distributeurs, soit tu passes par un service. Bon, nous, personnellement, nous, on a choisi de passer par un service qui est une sonde, hein, qui détecte les vulnérabilités chez nous. En fait, ce service, bon, c'est Argos, hein, pour ne pas le citer, c'est Orange Cyberdéfense. Hein, François? Hein, bon, il dort. Et donc, c'est Orange Cyberdéfense et donc qui nous fournit ce service et qui en fait réalise lui-même le contrôle, hein, de pertinence et de consistance des mises à jour qu'il nous propose d'installer sur nos systèmes. Voilà, on utilise un service tiers. D'accord. Et d'ailleurs, à travers les prestations qu'on peut faire chez nos clients, on peut être aussi prescripteur de solutions. Hein. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé, mais pour les tests d'intrusion qu'utilise, pour répondre aussi à ta deuxième question, on utilise un outil qui s'appelle Checkmarx, qui est vraiment un super outil d'audit de code, que d'ailleurs la SNCF utilise aussi. Joël Noireau, le directeur de la cybersécurité de la SNCF, devait être là, mais bon, il a un petit sujet de crise cybersécurité à régler. D'accord. Mais donc on utilise ça, on utilise justement des outils plus interactifs. Alors soit des outils type Bug Bounty qui s'inscrivent sur une durée, mais là franchement je laisse Rodolphe présenter le concept parce qu'il est là pour ça. Soit on utilise d'autres outils du marché. Alors les outils du marché que je peux te citer, il y en a 20, donc je vais peut-être pas le faire, mais je te le dirai si tu veux avec Oussem. Hein, ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur la sécurité, security by design, ouais. Je suis complètement d'accord sur le fait que la sécurité, elle est toujours beaucoup plus forte si on l'applique dès le début, si on applique déjà les patterns, etc. Ouais. Mais dans la plupart des boîtes, et surtout les boîtes qui ont des problèmes de sécurité, ouais. En fait, c'est des boîtes qui ont déjà 10, 20 ans, et c'est déjà des boîtes qui ont déjà des process de développement qui sont déjà ancrés, etc. Du coup, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bon, alors effectivement, j'ai parlé du security by design pour Proxiad. Hein, là, les conseils qu'on peut donner en termes de security by design pour les autres sociétés, tu sais, Nino, c'est d'abord des conseils méthodologiques. Surtout s'ils ont des systèmes légèrement obsolètes, qui cobolisent, etc. Tu sais que le COBOL, c'est pas vulnérable. Hein. Gros avantage quand même. Hein. Donc voilà, les vieilles, on va dire les vieilles, moi que j'ai connues, hein, mais les vieux langages, ils sont pas vulnérables, ils sont pas attaqués. Voilà, faut le savoir. Hein. Hein, donc c'est quand même intéressant. Et puis sinon, c'est de la méthodologie, Nino. C'est essayer de comprendre quelles sont les failles potentielles. Peut-être essayer de convaincre aussi le client de passer à une autre technologie plus maîtrisée. Tu vois. Voilà, c'est au cas par cas. Voilà. Ouf.
Franck Martin. C'est quoi un bon ratio enfin, quel pourcentage d'argent sur son budget IT il faut investir dans la sécurité pour être... Moi, je pense qu'il faut en dépenser énormément. Ah ouais, c'est bon pour Proxata. Non, mais les statistiques, les statistiques. Alors pour le coup, je peux être très. En fait, moi, je fais partie du club des experts de la sécurité informatique et numérique. Voilà, c'est 500 membres. Voilà, et en fait, souvent, on se fait des benchmarks voilà, sur des choses plus ou moins divulgables. En tout cas, ça, je peux vous le dire, c'est en général. Mais il ne faut pas que ce soit le cas de Proxat, s'il te plaît, tu fermes les écoutilles. Mais en général, la sécurité, c'est 10% du budget IT. D'accord ? Mais ça dépend un peu des ambitions. Voilà, une société qui est très digitale, ça sera plus. Une société qui est très en retard dans son programme RGPD, par exemple, ça sera aussi plus. Donc ça dépend un peu des contextes. Moi, ce que j'avais retenu, Franck, c'était 10%. Alors, Franck, moi, je l'ai très bien connu quand je travaillais à Sodexo. Sodexo, je ne sais pas si vous savez, mais c'est quand même 18 milliards d'euros. C'est 465 000 personnes. Voilà, c'est une société juste colossale. D'accord ? Et à l'époque, pour te dire que on n'était pas au bon ratio, mais c'était une société d'épiciers, Sodexo. En fait, la sécurité ne représentait que 2,5% du budget de l'IT. Voilà. Okay. Voilà. Mais c'était... 2,5% du budget de l'IT, c'était quand même assez colossal. C'était suffisant, on va dire. Donc voilà, ça dépend. Ça dépend des sociétés. C'est bon pour vous On peut laisser la main à Rodolphe ? Merci beaucoup.